Bonjour à tous, je vous fais donc un nouveau cours. On va passer finalement à maintenant essentiellement à des exercices pratiques euh, pour vous préparer pour l'examen. Je comprends d'échanges avec les professeurs de votre master que l'examen de droit aura lieu le 15 décembre, que je vous enverrai l'examen le matin et vous devez me le renvoyer, je crois, le lendemain. Je vous préciserai bien sûr de manière plus claire les instructions dès que j'aurai eu de mon côté aussi toutes les informations. Vous comprenez bien qu'on est dans une période un petit peu particulière puisqu'en principe on ne fait pas des examens à distance, donc on doit respecter différentes règles, à savoir être sûr que tout le monde a la possibilité de répondre à l'examen en ayant un temps suffisant et des moyens de se connecter. Je vous demanderai néanmoins de faire comme un examen normal, celui que je fais habituellement à mes étudiants, c'est-à-dire un cas pratique. Évidemment, pour vous, cette année, c'est quand même plus facile puisque vous avez le cours sous les yeux, mais bon, on va dire qu'en même temps, vous avez passé une année qui est certainement plus compliquée que celle qui a été vécue par d'autres étudiants en d'autres années. En tout cas, de mon côté, vous allez avoir un cas pratique. Mon cas pratique, il vaut 10 points. Et puis vous allez avoir aussi un examen de M. Sanguinetti qui vaut également 10 points, et nos deux notes vous permettent d'avoir une note sur 20. Évidemment, je ne corrige pas l'examen de M. Sanguinetti, ne corrige pas mon examen. Ce qui signifie que l'examen que je vais vous envoyer, vous devez me le renvoyer à moi. Pour des raisons pratiques, je vous crée une adresse certainement sur Gmail qui sera spécifique et je vous demande de renvoyer votre sujet d'examen uniquement sur cette adresse Gmail. Pourquoi ? Parce que le gros problème qu'on a quand on a des examens à distance, c'est que si vous me l'envoyez sur Eprel ou si vous me l'envoyez sur mon adresse Yahoo ou ainsi de suite, au bout d'un moment, je finis par avoir des copies sur beaucoup de médias différents et je risque de passer à côté. Donc la seule chose, moi, qui m'intéresse, c'est votre adresse Gmail. Ce que je souhaiterais aussi, je ne sais pas si vos délégués l'ont fait ou pas, mais ce serait en tout cas quand vous m'envoyez votre copie, n'hésitez pas à mettre votre numéro de téléphone et votre nom. Si jamais on rencontre plus tard un problème, au moins ça permet de vous appeler pour être sûr qu'on a bien reçu votre copie. S'il y a une liste qui existe, c'est possible avec tous les tous les numéros de téléphone ou tous les mails. Je veux bien aussi qu'on me l'envoie, ça me permettra de m'assurer qu'il n'y a pas eu un loupé auprès d'un étudiant. Mais en tout cas, voilà, soyez très vigilants quand vous aurez votre calendrier d'examen. Moi, je vous envoie mon sujet d'examen le matin et vous aurez un certain délai pour me le renvoyer et vous me le renvoyez uniquement sur l'adresse Gmail que je vous aurai transmise avec mon sujet d'examen. Voilà, ça c'est la première instruction. Donc, de mon côté, vous m'avez souvent posé la question, je n'ai pas forcément répondu à tout le monde, voire pas à grand monde, tout simplement parce que je me suis dit que vous saurez à quelle sauce vous allez être mangé quand je vous l'indiquerai. Moi, ça va être un cas pratique. Voilà. On a vu un certain nombre de choses en cours. Évidemment, mon cas pratique ne porte que sur ce que l'on a vu en cours et sur rien d'autre. Autre point, mon cas pratique, ça va être très clairement un certain nombre de questions qui vont être posées après des faits. Moi, je vous demande, dans le cas pratique, à chaque fois de rappeler la règle de droit, appliquer au cas d'espèce. Donc, vous regardez si par exemple il y a 3 conditions. Une fois que vous avez rappelé les 3 conditions, eh bien, vous vérifiez si les faits correspondent bien aux 3 conditions, si elles sont bien réunies. Et ensuite, vous n'oubliez pas, vous concluez, c'est-à-dire que vous donnez votre avis. Évidemment, quand les questions sont extrêmement courtes, si je vous demande par exemple en quelle année a été ratifié le règlement romain, ou de quelle année date le règlement romain, là vous n'allez pas me faire rappel de la règle de droit, application au cas d'espèce, conclusion. Donc voilà. Mais par contre, si la question est plus compliquée, évidemment, si ce n'est pas juste une information ponctuelle en une ligne qu'on vous demande, vous devez quand même faire attention de développer. J'avoue que j'apprécie beaucoup dans les copies quand on met rappel de la règle de droit, qu'on souligne ou qu'on met dans une couleur différente. De toute façon, ça va être sur ordinateur, donc vous pouvez utiliser
Vous pouvez mettre surligné, vous pouvez mettre en caractère gras, souligné, c'est pas très compliqué. Essayez de faire ça de manière lisible. Si vous avez par exemple des informations qui sont importantes, vous pouvez les souligner, ça ne me dérange pas du tout. Vous pouvez mettre le tiret du 6 pour quand il y a 3 conditions. Vous pouvez mettre il existe 3 conditions, 2 petits points, premier tiret, deuxième tiret, troisième tiret, ou 1, 2, 3. Au moins, c'est très, très lisible, très, très pratique pour comprendre où on va. Autre point sur notre examen, il faut bien sûr le rendre dans les délais, sinon c'est pas possible. Il faut faire aussi un petit peu attention à son français. Vous êtes dans en LEA, langue étrangère appliquée, donc vous êtes supposé être quand même plutôt des littéraires. Donc vous ne pouvez pas me rendre une copie où quand on déchiffre vos mots, on ne comprend pas le sens de la phrase. On attend quand même de votre part un petit peu de voilà, être capable de tourner sujet, enfin, une phrase de manière un peu élégante, au moins sujet, verbe, complément, des phrases courtes, ça me va très bien. Hein, vous n'êtes pas non plus des littéraires type Marcel Proust, hein, je ne vous demande pas de me rendre une phrase qui fait 20 lignes, mais voilà, il faut que ce soit très compréhensible, très clair pour maximiser votre note. Mais évidemment, je ne note pas votre français particulièrement, mais voilà, on attend de vous un certain niveau quand même. Que vous dire d'autre? Donc, examen a priori le 15 décembre. Je pense qu'on a été aussi loin qu'on pouvait dans le programme de droit. Je pensais qu'on aurait un second semestre ensemble, mais cette année j'avais omis qu'il y ait une réforme qui est passée et vous n'avez pas droit au second semestre, ce qui est dommage. J'aurais bien aimé faire avec vous l'arbitrage international et ce genre de questions, mais non, voilà, ce sera autrement. Je vous invite maintenant à passer un petit peu dans le concret. On va faire juste aujourd'hui un cas pratique, mais ça va être assez éclairant puisque c'est un cas pratique d'examen. Donc c'est tout à fait ce genre de choses que vous aurez à faire pour moi. Donc vous ouvrez votre fascicule d'exercice que je vous ai envoyé, qui est dans vos documents sur Eprel. Et vous pouvez rechercher, vous faites un CTRL F ou autre, et vous mettez par exemple chocolat ou euphoria. En tout cas, vous allez tomber sur un examen du 27 janvier 2011 qui avait eu lieu de 9h30 à 11h30. Le cas pratique est le suivant. La société française Euphoria s'est lancée à la conquête du marché américain. Je vous laisse lire le cas pratique et je vous recommande très vivement de faire comme si on était vraiment en situation d'examen, donc faire vous-même le cas pratique. Moi, en général, quand j'ai mes étudiants en présentiel, je leur donne le cas pratique et puis je les regarde travailler pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et puis après on corrige le cas pratique. C'est comme ça qu'on se prépare pour l'examen. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'est pas possible puisqu'on ne se voit plus. Mais je vous laisse lire un cas pratique. Vous pouvez m'oublier et puis on va faire comme si 40 minutes, 1 heure était passée. Donc la société Euphoria vous pose les questions suivantes. Première question, si les tribunaux français sont saisis d'un litige entre ces deux sociétés, quel texte sera utilisé pour déterminer le droit applicable? Et j'ai mis entre parenthèses étant précisé que la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels ne s'applique pas. J'ai ajouté cette précaution dans l'hypothèse où certains d'entre vous seraient de particulièrement brillants juristes et auraient connaissance de cette convention, mais le jour de mon examen, faites comme si cette convention internationale n'existait pas parce que ça pourrait perturber votre analyse. Donc, que ce soit mentionné ou non dans l'examen, vous faites comme cette convention de la Haye n'existait pas. Donc, comment on fait pour déterminer le droit applicable? Quel texte on utilise? La réponse est bien évidemment, on utilise le règlement Rome 1. Donc faites très attention le jour de votre examen. Certains d'entre vous confondent Rome 1, Bruxelles 1 bis. Je vous rappelle, Rome 1, c'est le droit applicable. Bruxelles 1 bis, c'est les juridictions compétentes. C'est deux choses différentes.
C'est-à-dire d'une part, qui est votre juge, et d'autre part, sur quel texte, sur quel droit votre juge va fonder sa réponse. Donc, quelles sont les conditions d'application de ce texte? Alors, logiquement, pour vous maintenant c'est un petit peu ancien le règlement romain, mais qu'est-ce qu'il faut dire à chaque fois qu'on parle du règlement romain? Donc, si vous faites votre appel de règles de droit, je m'attends à ce que vous m'indiquiez le règlement romain est applicable, deux petits points, premièrement, depuis le 17 décembre 2009. Deuxièmement, le règlement romain dispose d'une vocation universelle. Donc, vous pouvez m'expliquer ensuite dans votre cas pratique qu'est-ce que ça veut dire avoir une vocation universelle. Une vocation universelle, ça signifie que le règlement romain s'applique sans condition de réciprocité. Je vous redonne un exemple qu'on a déjà vu ensemble. Imaginez que vous ayez un litige entre une société française et une société américaine. Si le litige est présenté à un juge français, pour déterminer le droit applicable, le juge français utilisera le règlement romain. Et pourtant, si le juge américain avait été saisi du litige, lui, il n'aurait pas utilisé le règlement romain. Donc on n'exige pas, pour le règlement romain, que les juges des deux pays agissent de manière réciproque. Alors qu'en revanche, souvent, par exemple, pour des conventions fiscales, le juge français dira « je veux bien appliquer cette règle fiscale pour les ressortissants américains, à condition que le juge américain il fasse de même pour les ressortissants français ». Ça veut dire réciprocité. Le règlement romain, c'est différent. C'est vraiment comme si c'était le propre code de procédure civile du juge français, enfin, le propre code de droit plutôt, du juge français. Il va se dire, dès que je suis saisi d'un litige international, que je dois déterminer le droit applicable, on va voir en matière contractuelle, si on synthétise, eh bien j'utilise le règlement romain. Troisième condition, le règlement romain est applicable aux obligations contractuelles, civiles et commerciales, mais non aux obligations fiscales, douanières, administratives. Donc on avait vu ensemble qu'est-ce que c'était que la matière contractuelle. On avait bien dit que c'est celle qui relève de la matière civile et commerciale. Par contre, si vous avez un problème, je ne sais pas moi, en matière douanière, pour déterminer quel est le droit applicable, puis on n'applique pas le règlement romain. Si vous voulez savoir quel est le taux de TVA, même chose, c'est du fiscal. On ne va pas appliquer le règlement romain pour savoir quel est le droit applicable. Si on doit déterminer une question administrative dans un contrat peut-être passé par l'État ou par un établissement public, on n'appliquera pas le règlement romain. Donc ça, c'est la troisième condition. Enfin, dans le cours, c'est la première condition, mais en tout cas, c'est important de rappeler d'abord que depuis le 17 décembre 2009 et dire qu'il a une vocation universelle. Donc on vient de dire maintenant qu'il est applicable aux obligations contractuelles, civiles et commerciales, mais non aux obligations fiscales, douanières, administratives. Maintenant, vous pouvez mettre dans votre copie un quatrième tiret ou quatrièmement, le règlement romain suppose un conflit de loi. Donc, je suppose que dans notre cours, on s'était interrogé sur la question de savoir à quel moment il existe un conflit de loi. Est-ce que c'est au moment où le litige est jugé ou est-ce que c'est au moment où le contrat avait été passé? Vous pouvez éventuellement mettre quelques lignes si ça vous semble utile à ce sujet. En tout cas, il faut un conflit de loi, c'est-à-dire qu'on n'est pas certain que c'est le droit français qui est applicable. Enfin, cinquième condition, le règlement romain n'est pas applicable si le litige porte sur une matière exclue. Parmi les matières exclues, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu en particulier deux choses. Les obligations découlant de tractations menées avant la conclusion d'un contrat, en gros tout ce qui était pourparlers et négociations précontractuelles. Donc, si le litige porte sur la phase des négociations, eh bien on n'appliquera pas le règlement romain. On avait vu aussi une autre exception, c'était les obligations découlant des régimes matrimoniaux qui
selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables au mariage et aux successions. Donc si on est sur le cas d'un mariage ou sur le cas d'un pax, mais d'un pax encore plus fort que celui qui existe en droit français, puisqu'il aurait les mêmes effets qu'un mariage, et bien dans ces cas-là, on n'applique pas le règlement romain. Donc ici, si on applique au cas d'espèce, est-ce qu'on est après le 17 décembre 2009 ? On voit que c'est un contrat de 2014. Donc jusqu'ici, tout va bien. Est-ce qu'on est bien sur une question universelle ? Là, on vous dit, c'est si les juges, enfin si les tribunaux français sont saisis d'un litige. Donc est-ce que on est sur, est-ce qu'on va, est-ce que le juge français va vérifier s'il y a une question de réciprocité ? Non. On sait bien que c'est le juge français qui est saisi, donc il va appliquer le règlement romain, quel que soit le pays avec lequel le litige existe. On ne va pas vérifier si le règlement romain est appliqué également par l'autre société, par le pays de la société Parker, donc une société américaine. Troisième condition, une obligation civile et commerciale. Est-ce qu'on est ici sur une obligation civile et commerciale ? Bah oui, là ça pose pas de problème, on voit bien que c'est un contrat pour vendre des canettes de vin aromatisées au chocolat. Mon Dieu, quelle horreur. Est-ce qu'on est sur une obligation fiscale ? Est-ce que c'est ça le problème ? Non. Non, a priori, le problème, c'est que l'Est Euphoria n'a pas été réglée. Est-ce qu'on est sur un problème fiscal ? Douanier ? Non plus. Est-ce qu'on est sur un problème administratif ? Non, on n'est pas sur un contrat qui aurait été conclu entre un établissement public et un État ou quelque chose comme ça. Donc non, pas de problème par rapport à cette condition. Est-ce que le litige porte sur une matière exclue ? Donc évidemment ici, on n'est pas à se poser une question par rapport au Pax, mais est-ce qu'on est sur un litige en matière précontractuelle, lors de la négociation du contrat ? Non, on comprend que le contrat a déjà été signé le 12 février 2014. Donc conclusion, le règlement romain est bien applicable. Question suivante, là vraiment c'était évident, parfois je serais peut-être un peu moins... Je vous aiderai parfois un petit peu moins, je vous demanderai directement quel est le droit applicable, et dans ces cas-là, vous devez d'abord vérifier si le règlement romain est applicable, et ensuite vous devez dire ce que prévoit le règlement romain. Donc, est-ce qu'il y a ici une clause dans le contrat qui nous dit quel est le droit applicable ? On vous indique dans le cas, vous relevez qu'il n'est pas précisé quel est le droit applicable au contrat. Donc pour déterminer le droit applicable, on est bien dans la partie du cours, qui était donc à l'époque, le titre ça devait être 2.2, la loi applicable au contrat, à défaut de choix par les parties du droit applicable. Donc vous devez indiquer dans votre cas pratique, pour déterminer le droit applicable, on observe que les parties n'ont pas prévu de clause de droit applicable, il est donc nécessaire d'appliquer les solutions dégagées par le règlement romain. En matière de contrat de vente de biens, il est prévu que le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur dispose de sa résidence habituelle. Donc le contrat de vente est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur dispose de sa résidence habituelle. Vous pouvez également dire il existe des exceptions, deux petits points, en cas de vente de biens aux enchères, autre exception en cas de vente portant sur certains instruments financiers, troisième exception en cas de vente d'immeubles. Application en cas d'espèce. En l'espèce, il s'agit bien d'un contrat de vente de biens. Il ne s'agit pas d'un contrat de vente de biens aux enchères, ni d'un contrat de vente portant sur certains instruments financiers, ni d'un contrat de vente d'immeubles. Le droit applicable est donc le droit de la résidence habituelle du vendeur, le vendeur et la société Euphoria. Conclusion. Le droit applicable étant le droit de la résidence habituelle du vendeur qui est français, c'est le droit français qui sera donc appliqué. Voilà, c'était pas très compliqué. La solution serait-elle différente s'il était prévu dans le contrat que la société Parker était non pas le client de la société Euphoria dans le cadre d'un contrat de vente, mais son franchisé
dans le cadre d'un contrat de franchise. Donc dans le cadre d'un contrat de franchise, le droit applicable est le droit du pays, de la résidence habituelle du franchisé. En l'espèce, la société Parker serait le franchisé de la société Euphoria. Conclusion, le droit applicable est donc le droit américain. Cinquième question. Si les parties avaient décidé d'insérer une clause de droit applicable, aurait-elle pu prévoir que le droit applicable est le droit coréen? Qu'est-ce qu'on a vu dans notre cours? On a vu que les parties peuvent librement choisir le droit applicable. Donc, les parties peuvent librement choisir le droit applicable. Elles auraient tout à fait pu choisir le droit coréen. Donc là, pour ce genre de questions, une ligne, ça me suffit largement. Si les parties avaient décidé que le droit coréen serait applicable au contrat, aurait-elle pu appliquer le droit coréen tel qu'il existe au 30 janvier 2014 sans qu'il puisse être tenu compte des modifications ultérieures de ce droit? La réponse est non. Non, il n'est pas possible de procéder à une pétrification du droit. C'est ce que je vous ai indiqué, c'est qu'on ne peut pas dire on fige dans un contrat le droit à une date donnée. Vous ne pourrez pas dire j'applique le droit anglais tel qu'il existe avant le Brexit. C'est pas possible. Bon, on vous indique, question 7, que les questions 5 et 6 sont de pure hypothèse, qu'il n'y a pas de cause de droit applicable, et on vous demande quels textes seront utilisés par les juridictions françaises pour déterminer si elles sont compétentes pour connaître des demandes de Euphoria à l'encontre de Parker, et quelle sera la décision des tribunaux français sur cette question de compétence. Comment on fait pour déterminer la juridiction compétente? Attention, on n'est plus sur le droit applicable, maintenant on est pour savoir si les tribunaux français sont bien compétents. Donc la première chose, on va vérifier si le règlement de Bruxelles 1 bis s'applique. Donc vous pouvez dans votre cas pratique mettre petit 1, petit 2, petit 3, on va vérifier progressivement toutes les conditions. Donc est-ce que le règlement de Bruxelles 1 bis est applicable? On a vu ensemble que le règlement de Bruxelles 1 bis est applicable dès lors que les conditions suivantes sont réunies. Le règlement de Bruxelles 1 bis, je reprends en même temps le cours, est applicable si la matière du litige porte sur la matière civile et commerciale. Deuxième condition, le règlement de Bruxelles 1 bis est applicable dès lors que le défendeur est situé au sein de l'Union européenne. Et le règlement de Bruxelles 1 bis est également applicable sans qu'il soit nécessaire que le défendeur soit situé au sein de l'Union européenne si, deux petits points, premier tiré, il existe un immeuble au sein de l'Union européenne ou si, deuxième condition, il existe une clause attributive de juridiction qui prévoit que la juridiction compétente sera celle d'un État membre de l'Union européenne. Alors, en l'espèce, effectivement, on va vérifier les conditions. Le règlement de Bruxelles 1 bis, première condition, on a vu en matière civile et commerciale. Donc, en l'espèce, le litige porte bien sur la matière civile et commerciale. Cette première condition est réunie. Deuxième condition, est-ce que le défendeur est situé au sein de l'Union européenne? Non, le défendeur n'est pas situé au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut quand même dire que le règlement de Bruxelles 1 bis serait applicable parce qu'il existerait une clause attributive de juridiction qui prévoirait qu'une juridiction européenne, française en l'espèce, serait compétente? Non, il n'existe pas de clause attributive de juridiction. Est-ce que le litige porte sur un immeuble qui serait situé en France, auquel cas les tribunaux français seraient quand même compétents? Non, le litige ne porte pas sur un immeuble situé en France. Conclusion,
le règlement de Bruxelles 1 bis n'est pas applicable. Est-ce qu'on peut alors justifier la compétence des tribunaux français autrement que par le règlement de Bruxelles 1 bis, en se fondant par exemple sur les règles ordinaires du droit international privé français? Donc, les règles ordinaires du droit international privé français précisent que les juridictions françaises sont compétentes si, deux petits points, premier tiré, le défendeur est domicilié en France, ou, deuxième tiré, si le lieu de livraison effective de la chose ou d'exécution de la prestation de service est situé en France. Donc, on va appliquer au cas d'espèce maintenant. En l'espèce, le défendeur est la société américaine Parker, qui est domiciliée aux États-Unis. La première condition n'est donc pas réunie. Deuxième condition, les canettes de vin aromatisé au chocolat, cette espèce d'horreur, sont évidemment livrées aux États-Unis. Ce qui est heureux. Donc, est-ce que le lieu de livraison effective de la chose est situé en France? La réponse est non. Et on n'est pas sur une prestation de service. Comment faire alors pour justifier la compétence éventuelle des tribunaux françaises? Les juridictions françaises sont-elles compétentes sur le fondement des règles exorbitantes? On a vu ensemble ce qu'était l'urgence et ce qu'était le déni de justice. Donc, quelles sont les conditions de l'urgence? Le juge français est exceptionnellement compétent si, premièrement, la situation est urgente, ce qui est une question de fait relevant de l'appréciation souveraine du juge français. Deuxième condition, le bien ou la personne qui justifie la compétence des tribunaux français se situe en France. Troisième condition, une mesure provisoire ou conservatoire est demandée au juge. Est-ce qu'on est ici sur une situation qui est urgente? Non. C'est une question de paiement de prix, c'est pas urgent. Il n'y a pas là juste un bateau qui va arriver en France et repartir tout de suite. Est-ce qu'il y a un bien ou est-ce qu'il y a une personne qui est située en France? Là, on n'avait pas informé qu'il y aurait des fonds qui seraient en France, ou un avion, ou des marchandises, ou autre, qui seraient en train de passer par la France. Est-ce qu'on est en train de demander une mesure provisoire au conservatoire? Je crois une mesure provisoire au conservatoire, c'est dire, oula, hop, on va saisir un bien, on va saisir de l'argent, on va le laisser en France, mais on fait en sorte de manière que ça ne puisse plus bouger jusqu'à ce que les juges aient pu vraiment trancher le litige. En gros, on fige la situation pour éviter que quelqu'un aille planquer l'argent ailleurs, dans une banque, dans un paradis fiscal X ou Y. Donc, les trois conditions ne sont pas réunies. Est-ce qu'on peut justifier la compétence des tribunaux français sur un privilège de juridiction? Qu'est-ce que c'est que le privilège de juridiction? C'est les articles 14 et 15 du Code civil sont applicables dès lors que l'une des parties dispose de la nationalité française. Il convient de disposer, entre guillemets, de la qualité procédurale de partie à l'instance et d'être français à cet instant. Donc, il faut être français au moment où on assigne ou au moment où on est assigné. Donc on a vu, on ne va peut-être pas entrer dans le détail, des cas un petit peu plus compliqués en matière d'assurance, en matière de cession de créance, pour savoir vraiment à quel moment on était ou non français, mais ce qui compte, c'est être français quand l'instance débute. Qu'on soit demandeur, celui qui assigne, ou défendeur, celui qui est assigné, celui à qui on demande quelque chose. Donc il faut disposer de cette qualité procédurale de partie à l'instance et d'être français. C'est les deux conditions. En l'espèce, la société Euphoria est française et elle dispose bien de la qualité procédurale de partie à l'instance. Donc, conclusion, les juridictions françaises sont compétentes. Ah oui, je voulais vous dire aussi une troisième condition, les articles 14 et 15 s'appliquent à titre subsidiaire, arrêt Cognac and Brandeis. C'est quelque chose qui est fondamental, l'arrêt Cognac and Brandeis. Et on a vu aussi peut-être encore une autre condition, je jette un petit peu vite. Les articles 14 et 15 du Code civil s'appliquent en toute matière, sauf deux exceptions, les voies d'exécution pratiquées hors de France et les droits réels
lorsqu'il porte sur un immeuble situé à l'étranger. Donc en l'espèce, on a bien une partie qui est la qualité procédurale partie à l'instance, qui est française. Elle agit sur le fondement des articles 14 et 15 du Code civil à titre subsidiaire. On a vu qu'on a d'abord vérifié si on ne pouvait pas agir sur le fondement du règlement de Bruxelles 1 bis. On a vu qu'on a essayé d'agir sur le fondement des règles ordinaires. On a vu qu'on a essayé d'agir sur le fondement des règles exorbitantes. Il n'y avait rien qui marchait. Donc voilà pourquoi on est bien à titre subsidiaire. Maintenant, troisième condition, est-ce que notre action, elle portait sur un immeuble situé à l'étranger? Non. Est-ce que notre action, elle consistait en une voie d'exécution, c'est-à-dire une saisie pratiquée à l'étranger? Non, on n'est pas sur une saisie. Donc on est bien sur une action normale, hors des deux cas exceptés. Donc il n'y a pas de problème, on peut agir sur le fondement des privilèges de juridiction. Donc conclusion, les juges français sont bien compétents sur le fondement du privilège de juridiction. Donc voilà, je ne sais pas combien de temps vous aviez mis de votre côté pour faire ce cas pratique. J'espère que ça vous a un petit peu aidé, cette correction. Voilà, écoutez, bon courage à vous. À bientôt.